Bonsoir à tous. Ordre du jour de l'Assemblée ordinaire du Conseil d'Adelot de la TUC, ce mardi 16 juillet 2019 à 18h30. Alors, encore une fois, salutations aux gens dans la salle, salutations aux gens de la télévision communautaire, nos journalistes, Mme Tremblay, M. Scarpino et M. Mercier. Je ne vous oublie pas, apparent, M. Chagnon. M'entendez-vous bien? 5 sur 5. Alors, considère-toi comme salué. Alors, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour. Je pense que tout le monde en a reçu copie. Ça me prendrait donc un proposeur et un secondeur. C'est la proposer. Mme Bérubé. Appuyé. M. Bernier. Alors, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 18 juin 2019. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Oui. Est-ce qu'on a des modifications, des ajouts? Monsieur le greffier. Non, il n'y a pas de modification, Monsieur le Président, apportée. C'est conforme à la... Jean, On met l'étampe. donc tu le proposes? Je le propose. Avec conformité. Avec Monsieur conforme. Duchesneau Appuyé. et Monsieur Sylvain. Alors, suivi au procès-verbal, je vais juste m'étirer le cou un peu. Alors, à la dernière Assemblée d'Adelot, on a fait le tour, bien sûr, de la téléphonie cellulaire et de la fibre optique. On a donné un compte-rendu mensuel. Également, il avait été question du suivi du fil, d'enfouir le fil électrique au niveau de la téléphonie cellulaire entre le lac Édouard et, bien sûr, le lac Bouchette. On est toujours en demande à ce niveau-là. Donc, c'est un fil électrique qui va suivre, bien sûr, la fibre optique, étant donné qu'il n'y a pas de poteau. Également, nous avons eu l'annonce d'Hydro-Québec concernant la réhabilitation de la centrale du Rapide-Blanc, un dossier important de l'ordre de 613 millions de dollars. On vous a expliqué les avenues de tout ce dossier-là sur une période de 7 ans. Un dossier important pour Ville de la Tuque, pour l'agglomération de la Tuque, étant donné les retombées économiques. Également, il était question aussi de fournir des listes d'endroits d'hébergement permis. Donc, on a fait le tour de ces questions-là. Et aussi, il y a toute la question, bien sûr, qui avait été passée par M. Fortin, qui voulait qu'on passe le message à Hydro-Québec en ce qui a trait à la sécurité aussi sur la route qui va mener entre La Tuque et Rapide-Blanc. Alors, je vous ferai un petit laïus tantôt là-dessus. Également, Sûreté du Québec, la vérification des antécédents judiciaires à l'égard des bénévoles auprès des jeunes dans des organismes sportifs. On n'a pas eu de retour, mais la demande a été faite et produite. C'était sur motion de M. Martel. On a eu une présentation de la Sûreté du Québec sur toute la question de la protection en forêt, des statistiques. Et comme je vous disais précédemment, on a fait le suivi auprès des gens d'Hydro, pour lequel je vais revenir tantôt, puisqu'on a un point à l'ordre du jour à cet effet-là. Alors, ça fait le tour. On n'avait pas de questions ou de questions à répondre ou de suivi à faire au niveau du public et du questionnement. Alors, suivi au procès-verbal, c'est terminé. Monsieur le greffier, on y va avec le point 4, la correspondance. Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Modification du règlement sur la vente, la location et l'octroi des droits immobiliers sur les terres du domaine de l'État. Oui, effectivement, c'est une correspondance qui nous a été acheminée le 21 juin dernier, adressée au maire de la Ville de la Tuque, M. Pierre-David Tremblay. Et c'est signé par Mme Françoise Bouchard, directrice régionale au niveau du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. C'est concernant la modification du règlement sur la vente, la location et l'octroi des droits immobiliers sur les terres du domaine de l'État. Donc, il y a eu un projet de règlement modifiant le règlement sur la vente, la location et l'octroi des droits immobiliers sur les terres du domaine de l'État. Le 19 juin dernier, ce règlement a pour objet de prévoir l'indexation des valeurs de référence utilisées pour déterminer le loyer des terres louées à des fins de villégiature pour les baux en vigueur. Donc, c'est pour les baux sur l'ensemble du territoire du Québec. Et une nouvelle valeur de référence sera instaurée le 1er janvier 2020, ainsi qu'à tous les 5 ans. Puis pour la TUC, la valeur demeure la même, soit un montant de 15 700 $. Conséquemment, il n'y aura pas d'indexation appliquée aux baux de villégiature sur le territoire de la Ville.
Donc, c'est la même unité de mesure qui est reconduite pour les années 2020 et par la suite, il y a une publication à l'intérieur de la Gazette officielle du Québec qui est publiée à tous les 5 ans. Puis cette valeur-là est bonne, c'est d'un montant de 15 700 $. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les En villégiateurs, en fait. C'est ça? Oui. Alors, point 5, autorisation désignation d'un membre, M. Jean Duchesneau, au sein du conseil d'administration de l'organisme Les Appartements Libertois. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération désigne le membre M. Jean Duchesneau à titre de représentant du conseil d'agglomération de la TUC au sein du conseil d'administration de l'organisme Les Appartements Libertois. Alors, ça me prendrait un proposeur, un secondaire. Je propose. M. Manta, est-ce que c'est unanime? Oui. Alors, unanime. Alors, un peu plus Oui. tard... Ça va, Éric? J'ai compris oui. Oui, OK. Alors, on aura exactement ça. On aura dans les prochains mois une présentation des gens du conseil d'administration où Jean va siéger aussi. On en fait la demande. Je sais que Jean a un conseil d'administration cette semaine. Je le dis. Alors, on va demander aux gens à ce conseil d'administration-là de venir présenter leur projet. Il est un projet fort intéressant pour Ville-de-la-Tuque en ce qui a trait aux appartements libertois. Ça touche les gens en santé mentale et les gens aussi de déficience, là, handicapés et ainsi de suite. Alors, c'est un beau projet. On est partenaire Ville-de-la-Tuque également dans ce projet-là. Et prochainement, là, probablement au mois d'août, au mois de septembre, ces gens-là vont venir faire une présentation au niveau du conseil. Alors, point 6, autorisation de signature, projet d'embauche d'un conseiller en développement régional à la table des élus de la Mauricie. Attendu le projet d'embauche d'une conseillère ou d'un conseiller en développement régional par la table des élus de la Mauricie incorporée en lien avec la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds d'appui au rayonnement des régions, soit le FAR. Attendu que ce projet ait été accepté par le Fonds d'appui au rayonnement des régions, lequel injecte de son enveloppe budgétaire un montant de 50 000 $ et dont une somme équivalente est investie par l'ensemble des municipalités de la Mauricie, composées de la MRC des Chenaux, la MRC de Miquinac, la MRC de Masquinongé et les villes de Trois-Rivières et Shawinigan, ainsi que l'agglomération de la TUC et le Conseil des Nations Atikamekw. Attendu que la participation financière pour l'agglomération de la TUC serait à la hauteur de 8 000 $ par année sur une durée du projet de 3 ans. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération confirme sa participation financière d'un montant de 8 000 $ annuellement sur une période de 3 ans, pour un total de 24 000 $ pour le projet d'embauche d'une conseillère ou d'un conseiller en développement régional à la table des élus de la Mauricie. Juste avant d'adopter, Marco, je vais te demander peut-être d'expliquer ce qu'est la table des élus et en quoi consiste ce nouveau poste demandé. Oui, merci, M. Tremblay. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de la table des élus, ça fait plusieurs années qu'au niveau de la Mauricie, il y a une table des élus, comme dans plusieurs régions du Québec. Mais cette demande-là d'un conseiller émane un peu, si les gens ont suivi l'actualité, en 2015, alors que le gouvernement libéral avait aboli les conférences régionales des élus. Il y avait aussi, c'était dans la même optique, qu'il y avait eu je dirais l'élimination des centres locaux de développement. Donc, tous les projets régionaux qui sont faits avec différents ministères, c'était difficile de les faire atterrir sur le territoire. Nous, au niveau de la TUC, on a été chanceux. On avait récupéré le programme d'aménagement durable des forêts. Donc, on était capable de s'en sortir. Il y a des gens comme Masquinongé, ils ont pris au niveau de l'agriculture. Mais il y a plusieurs autres ministères qui ont des projets à faire atterrir et on n'avait pas de porte. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'au niveau de la table des élus de la Mauricie, on l'a incorporé en bonne et due forme. Donc, c'est réellement rendu un organisme à but non lucratif. Et pour être en mesure de faire la gestion de ça pour l'ensemble des municipalités de la région, bien, le Fonds d'appui au rayonnement des régions a accepté de mettre 50 000 et chacune des municipalités mettait 8 000 pour avoir une personne qui va supporter l'ensemble des élus pour faire soit des revendications, monter des projets, être en mesure de mieux supporter l'ensemble de la région du développement régional parce que depuis l'abolition de la conférence régionale des élus, il y a réellement un manque là-dedans et cet ajout-là va aider l'ensemble de la Mauricie à mieux performer parce qu'actuellement au niveau du Québec, l'ensemble des régions ont une table comme ça avec un conseiller. On était une des dernières à Mauricie à mettre ça de l'avant. C'est une table qui se réunit assez régulièrement. On y va, toutes les deux, on est désignés sur cette table-là.
On peut dire qu'on y va quasiment aux 2-3 mois, dépendamment des dossiers. Tous les dossiers aussi reliés au phare, le Fonds d'aide au rayonnement des régions, passent par cette table-là. Il y a des gens des différents gouvernements qui viennent nous faire aussi des présentations. Donc, c'est un point de vue qui est plus régional, où on fait part de nos particularités locales. Alors, on avait besoin, effectivement, d'engager un conseiller en développement régional pour cette table-là. Alors, ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Propose. Appuyé. Dernier. Et monsieur... Appuyé. OK, je ne savais pas si c'était... Sylvain. J'ai compris Éric, j'ai compris monsieur Sylvain, j'ai compris Roger. Eric est là-bas. On y va avec monsieur Chagnon. Également, peut-être ajouter aussi que M. Bernier siège aussi à la table des élus à l'occasion, pourrait aussi au besoin me remplacer. Et c'est une table aussi qui est votante, bien sûr, sur différents projets, et dont fait partie aussi M. Constant Washish. Et c'est la raison aussi pour laquelle on l'appelle la table des élus. Donc, avant ça, c'était la table des préfets, mais M. Washish n'étant pas un préfet, n'étant un élu, on a fallu changer notre titre. Donc, c'est une particularité de la Haute-Mauricie. Également, point 7, autorisation de signature entente intermunicipale pour le déploiement d'un réseau de bornes électriques en Mauricie. Oui. Donc, attendu que la MRC de Masquinongé a présenté au Fonds d'appui au rayonnement des régions, soit le phare, un projet pour l'installation de 43 bornes électriques sur le territoire de la MRC de Masquinongé, de la MRC de Miquinac, de la MRC des Chenaux, Ville de Shawinigan et l'agglomération de la Tuque. Attendu qu'une convention d'aide financière pour ce projet fut intervenue avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation via l'enveloppe budgétaire du phare pour une subvention de 11 843 $ pour le territoire du Haut-Saint-Maurice, sur un coût total de 14 002 $ pour l'installation de 2 bornes, dont une est dédiée à la Tuque et une seconde à l'Acadouar. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération autorise le directeur général de la Ville, soit M. Marco Letiec, à signer pour nom de l'agglomération de la Tuque l'entente intermunicipale pour le déploiement d'un réseau de bornes électriques sur le territoire de la Mauricie, dont la participation totale des 2 municipalités est de 2 158 $. Alors, proposé par Je propose. M. Manta, Appuyé. par M. Martel. Alors, on s'en va au point 8, Fonds de gestion des terres publiques, acceptation des projets, il y en a 23, pour un budget de 371 204 $ pour l'année 2019. Oui. Attendu que l'agglomération de la Tuque souhaite soutenir financièrement via le Fonds de gestion des terres publiques la réalisation de projets en voirie forestière ou à caractère environnemental d'intérêt collectif sur son territoire. Attendu que 28 projets ont été déposés, attendu que le comité de priorisation du Fonds de gestion des terres publiques recommande de prioriser 23 projets, totalisant un montant de 371 204 $. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération confirme le versement de l'aide financière en regard des projets, totalisant un montant de 371 204 $. Donc, il y a 23 projets qui ont été acceptés, principalement des EC, associations ou des clubs au niveau de la villégiature, concernant des travaux principalement en voirie forestière, remplacement de ponceaux, amélioration de nivelage de chemin. Donc, c'est principalement ce qui est visé à l'intérieur de cette politique et l'aide financière. C'est pour 23 projets, totalisant 371 204 $. Et si ma mémoire est fidèle, M. le greffier, ça fait l'objet d'un comité à l'interne. Comité de priorisation. Et voilà, qui font des recommandations au Conseil d'Adelot, par lequel le Conseil d'Adelot décide de la recommandation qui est faite, ni plus ni moins, en fonction des budgets, en fonction des paramètres et en fonction du comité. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je le propose. M. Duchesneau, Je vais seconder. M. Manta. Alors, point 9, autorisation, versement à la Corporation de transport adapté collectif du Haut-Saint-Maurice d'une contribution financière de 8 222 $ au transport intermunicipal et d'une avance de 52 500 $ pour le maintien des opérations courantes du transport collectif. Oui. Attendu que par résolution, ce conseil d'agglomération confirmait le 20 juin 2017 la participation financière de l'agglomération de la Tuque au montant de 35 000 $ en soutien au transport intermunicipal 2018 de la Corporation de transport adapté et collectif du Haut-Saint-Maurice,
Attendu que suite à l'adoption des prévisions budgétaires en novembre 2018, la participation demandée par la corporation à l'agglomération s'avérait moindre que l'engagement initial, soit au montant de 26 778 $. Attendu qu'afin d'éviter une réduction de l'aide financière accordée par le ministère des Transports du Québec, laquelle est basée en fonction de la contribution municipale, il y a lieu de combler le manque de 8 222 $ par l'agglomération. Attendu que devant la situation financière critique du transport collectif, qui supporte un déficit annuellement pour la ligne interurbaine, en plus d'obtenir la subvention gouvernementale tardivement chaque année, la Corporation demande à l'agglomération de la TUC une avance d'un montant de 52 500 $, représentant la somme de la contribution finale 2018 du ministère des Transports du Québec, qui sera reçue par l'agglomération dans les prochains mois, et ce afin de pouvoir maintenir les opérations courantes du service de transport collectif. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération autorise le versement à la Corporation de transport adapté et collectif du Haut-Saint-Maurice de la part manquante de 8 222 $ pour le transport intermunicipal, ainsi qu'une avance d'un montant de 52 500 $ sur la subvention 2018 à venir du ministère des Transports du Québec, et ce afin de pouvoir maintenir les opérations courantes du transport collectif. Donc, il y a deux choses bien importantes. Contribution financière de 8 222 de Ville-de-la-Tuque, qui est notre contribution à nous. Et l'autre, c'est un prêt, ni plus ni moins, en attendant que la subvention du gouvernement puisse être déposée pour rassurer les fonds du transport collectif adapté intermunicipal. On en a 3. C'est bien ça, Jean? Oui. Alors, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Je propose. M. Manta, Je vais l'appuyer. M. Duchesneau. Alors, à divers, est-ce qu'on n'a pas de sujet, on n'a pas d'ajout? Commentaire du président. Juste avant, je vais faire les commentaires des membres et après ça, je vais compléter avant les questions. Donc, Monsieur Sylvain, est-ce qu'on a des commentaires Aucun au niveau de commentaire. l'aglo? Aucun commentaire. Monsieur Manta. C'est beau. Aucun commentaire. Madame Bérubé. Ça va, merci. Monsieur Duchesneau. Aussi. Monsieur Martel. Je veux juste dire qu'avec l'adoption du Fonds de gestion de l'État public, là, on va faire bien les heureux parce qu'il y a plein de gens d'associations et de ZEC qui attendaient pour faire leurs travaux. Fait que c'est une bonne affaire qu'on passe à l'acte. Oui, rendu au mois de juillet, surtout. C'est ça. là. Fait que ça presse. Oui. Alors, j'irai de différents commentaires sur différents sujets. D'abord, pour souligner la visite, on a eu la visite du ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, dernièrement, le 28 juin dernier. Il est venu dîner avec nous. Bien sûr, il était accompagné de Mme Marie-Louise Tardif. Il a fait la visite de quelques industries ici à la TUC, reliées à la forêt, bien sûr, là, West Rock, Rémabec, différents endroits. C'était une des premières fois qu'il venait à la TUC. À notre grande surprise, son grand-père avait aussi participé, avait été artisan de Saint-Hippolyte de la Croche, fait des travaux à l'époque, il y a quelques années de ça. Il nous a appris... son grand-père avait contribué au développement de Ville de la TUC, ou à l'époque aussi, qui était Ville de la Croche. Alors, il était bien content aussi qu'on puisse lui remettre un livre sur les 100 ans d'histoire de la Croche. On en a profité, vous savez, pour discuter avec le ministre de différents sujets. J'ai été accompagné de messieurs Martel, Duchesneau. Également, il y avait le maire de Notre-Dame du Mont-Carmel, qui est M. Luc Destaler, mais qui est aussi le directeur adjoint de l'école forestière de Ville-de-la-Tuque. Également, il y avait M. Bernier qui était présent. Puis, on avait aussi quelqu'un qu'on ne voit pas souvent, mais le maire de Trois-Rives, qui est un doyen, qui est M. aussi Lucien Mongrain. Donc, on était 6 maires à rencontrer le ministre et de faire état des différents enjeux, des différents défis aussi de la région. On a bien sûr présenté tout le territoire, les enjeux aussi, la grandeur du territoire. Vous savez jusqu'à quel point le territoire de l'agglomération de la TUC est grand. On lui a parlé de toute la dimension des chemins forestiers. On en a 30 000 kilomètres. Également, l'utilisation du territoire avec les contraintes que cela peut apporter aussi en matière de sécurité publique. Même si ce n'est pas son ministère, il était curieux à savoir comment on administrait le tout.
On a parlé de l'entretien des chemins à double vocation. On comprendrez que c'est un dossier qui fait partie également de notre mémoire sur lequel on a des avancées. Pour vous dire, là, on défend le dossier auprès de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, et de la FQM, qui est la Fédération québécoise des municipalités. L'entretien des chemins à double vocation, c'est que dans notre mémoire, quand on regarde le territoire de Ville de Latuc ou de l'agglomération de Latuc, on en a environ 60 km, mais on nous en reconnaît uniquement 16. Je vous donne un exemple, le chemin des Pionniers, il peut y avoir des chemins aussi au Lac-à-Beauce, la Croche, on en a un peu partout. Le rang des Amelins en est un aussi. Alors, on reçoit environ 2000 $ du kilomètre. Et il y a tellement de transports lourds sur ces chemins-là qu'on n'arrive pas, bien sûr, avec 2000 pièces du kilomètre. Tu retournes de 16, ça ne fait pas un gros montant, Ville de Latuc. 32 000 sur 60 kilomètres à entretenir. On a de la misère à financer les dommages ou ce que Dame Nature et, comme on le sait, le transport lourd cause. Alors, à 2000 pièces, on ne peut pas arriver. On y a fait comprendre que ça va prendre des programmes plus généreux, qu'on soit en mesure de procéder à la réfection de ces routes-là. Bien sûr qu'on lui a parlé aussi, parce que vous savez, même pour les chemins à double vocation, ce qui est particulier, non seulement on reçoit 2000 pièces, mais il faut qu'on ait 1000 passages de camions avant que la subvention soit versée. Alors, ça peut être complexe. D'une année, si vous arrêtez à 989 camions, vous n'aurez pas la subvention de 2000 du kilomètre. Alors, c'est assez particulier. On lui a dit au moins on devrait faire tomber certains principes parce que des années, on l'a, d'autres années, on ne l'a pas. Et ce n'est pas sur tous les chemins qu'il peut y avoir du camionnage jusqu'à hauteur de 1000 camions. Également, on lui a parlé beaucoup de redevances aussi. La redevance forestière, on le sait, on ne le cache pas. Le gouvernement reçoit 15 $ du mètre cube coupé. On coupe sur le territoire 1,2 million, 1,3 million. Donc, c'est des dizaines, pour ne pas dire des quinzaines de millions. Et à ce sujet-là, on aimerait que le gouvernement puisse partager avec les municipalités certaines redevances pour nous aider aussi au niveau des ressources naturelles. La forêt en est un. On lui a souligné aussi qu'on a une augmentation des coûts reliés à la délégation des baux de villégiature. Vous savez, par délégation, le gouvernement a cédé à certaines municipalités, dont la nôtre, la gestion des baux de villégiature. En fait, si on reçoit 2 millions en termes de taxation, en termes de coût des baux, on en retourne déjà 50 % au gouvernement. Et à ça s'ajoute la gestion. Si on calcule, dépendamment des années, on peut avoir entre 15, 25, 28 % de cette facture-là qui sont des faits reliés à la gestion. Donc, il ne reste plus grand-chose au bout de la ligne. Et cette délégation-là, bien, on considère que le travail que ça donne, que ça implique, c'est problématique. Et on voudrait que le gouvernement reconnaisse qu'on devrait avoir la totalité des faits reliés au baux de villégiature. Alors, je vous dirais que il était très ouvert aux discussions qu'on avait. On avait il y a eu de bons arguments de part et d'autre. Je pense que ça a fait le travail. On a senti une écoute attentive. De là à savoir s'il y aura des suites, bien, je pense qu'il va falloir poursuivre nos représentations, autant au niveau des associations qu'au niveau du ministre et du gouvernement. Mais du moins, c'est un ministre sérieux. On voit qui veut comprendre, veut nous aider. Mais on verra la suite des choses dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. On lui en a profité aussi pour discuter de l'École forestière de Latuc. On le sait, l'École forestière de Latuc est un pilier important. Et on veut que cette école-là, on n'en parle peut-être jamais assez, on voudrait qu'elle devienne un peu comme celle du Lac-Saint-Jean, une école qui est pivot. On est un secteur forestier important. On emploie plus de 2000 travailleurs forestiers ici. C'est notre principale industrie. Alors, on aimerait que notre école joue un plus grand rôle. Alors, M. Luc Dostalaire a aussi fait état
des possibilités que peut offrir davantage l'école forestière à la TUC. Donc, ça a été une très, très belle visite. Et encore une fois, on fera le suivi et on pense en tout cas être capable de récolter le fruit des arguments qu'on a déposés devant le ministre. Il nous a dit qu'il reviendrait. Fait que c'est bon signe aussi. Autre particularité au niveau de la Fête du Canada, j'aimerais remercier M. Roger Mongeon, qui est secrétaire de la Légion royale canadienne, la filiale 31. M. Roger Mongeon et sa femme Colette. Également que le président de la Légion canadienne, qui est nouvellement en poste, M. Claude Lavoie, qui est originaire aussi de la TUC, qui demeure à Québec, mais qui vient régulièrement, ainsi que tous les vétérans de la région. Ils se sont prêtés bénévoles pour les activités qui ont été organisées au Lac-Saint-Louis dans le cadre, bien sûr, de la Fête du Canada. Alors, ça faisait plusieurs années que nous n'avions pas souligné ici à la TUC la Fête du Canada. Mme Landelier me faisait remarquer qu'on l'a fait possiblement au 100e de Ville de la TUC et que par la suite, c'est devenu dans les oubliettes. Alors, je voulais donner un coup de chapeau à la Légion royale canadienne, la filiale 31, à tous ces gens. Ils prennent un peu d'ampleur. On est rendu, j'en fais partie. Michel Sylvain, comme maire, en fait partie. Monsieur Bernier, es-tu assermenté, toi? Pas encore. Pas encore. Mais ça s'en vient. Comme Alors, vétéran aussi. Hein? Comme vétéran aussi. Comme vétéran aussi, en ce qui a trait à Michel Sylvain également. Donc, on est rendu à 56 membres. Alors, c'est un bon groupe. Je voulais souligner ce soir, en tout cas, le travail. Et je pense que c'est important. C'est des bons bénévoles aussi. Les vétérans, c'est les plus vieux, ça. Hein? Oui. Je ne peux pas te dire non. Sans commentaire. Une petite flèche pour Michel. L'autre point, Marco, je vais te demander de faire un petit, peut-être nous expliquer un peu à partir, je sais que ça fait partie de l'actualité, toute la question des inondations. On a eu des inondations en 2017, en 2019 également sur le territoire de l'Adelot. Il y a des endroits que ça a été touché, mais sans gravité ou sans conséquences. Disons qu'on a été chanceux, surtout que l'hiver qu'on a eu aussi. Par contre, le gouvernement a décrété des zones d'intervention spéciales, qu'on appelle des IS. Et ce sujet-là, nous, je vais laisser Marco expliquer un peu de quoi il en retourne et en quoi ça consiste, parce qu'on n'a pas vraiment... Les gens peuvent s'interroger, mais de toute façon, on n'a pas vraiment de suite à donner à ça. Mais je te laisse aller, Marco. Merci, M. Tremblay. Donc, comme vous le mentionnez, M. le Président, peut-être les gens ont suivi ça dans l'actualité. C'est réellement les zones d'intervention spéciale que le gouvernement a décrétées pas plus tard qu'hier. Il y avait déjà eu un décret en 2019, mais au mois de juin. Donc, ça fait suite aux inondations qu'on a eues en 2017 et aussi les grosses inondations de 2019. Si vous vous souvenez, il y a eu 250 municipalités touchées, près de 10 000 personnes évacuées, dont finalement la fameuse digue de Sainte-Marre-du-Lac qui a cédé par rapport à ça. Donc, vous vous souvenez, M. Legault avait mentionné à tout le monde qu'il faudrait réellement que le gouvernement du Québec se penche sur qu'est-ce qu'on ferait sur les zones inondables, puis qu'est-ce qu'on est en mesure d'offrir à la population, parce qu'on ne peut pas dédommager les gens à chaque 2 ans ou à chaque 3 ans pour des inondations comme ça n'a pas de bon sens. Donc, il fallait qu'il y ait une position du gouvernement. Donc, en juin 2019, cette année, le gouvernement avait décrété une zone d'intervention spéciale. Ça avait suscité beaucoup de mécontentement. Il y avait au-dessus de 813 municipalités qui étaient touchées au Québec. Et suite à ça, il y a eu différents commentaires et maintenant, on est rendu 783 municipalités qui sont touchées par rapport à ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour nous, au niveau de la TUC, la Bostonnais ou l'Acadouard, il n'y a pas de nouveaux impacts pour les citoyens à l'intérieur de ça. Donc, ceux qui suivent l'actualité, vous avez pu voir, aller sur votre carte, voyez si votre maison est dans ces zones d'intervention spéciale-là. Pour nous, chez nous, ça ne nous touche pas. En fin de compte, nous autres, les crues 0-20 ans, ceux qui sont familiers, surtout dans le secteur de la Croche, dans le secteur de la Bostonnais, c'est des choses qu'on avait déjà entendues. Et nous autres, on avait déjà ça au niveau de notre schéma d'aménagement et dans nos règlements. Donc, c'était déjà prévu que les gens qui étaient dans ces secteurs-là ne pouvaient pas nécessairement se construire. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Il y a dans le premier décret de juin, on avait le secteur de la Bostonnais qui avait eu 2 ajouts. Puis là, suite à ça, il y a eu certaines représentations parce qu'en réalité, il n'y avait pas eu d'impact. Et dans la
nouvelle 10 qui est sortie hier, comme M. Tremblay le mentionne. Donc, ces secteurs-là ont été ôtés. Donc, comme je dis, je le répète, pour les gens de l'Acadouar, la Bostonnais et la TUC, principalement le secteur de la Croche, il n'y a aucun changement à ce que les gens connaissaient. Donc, le CRU 0-20 ans, c'est quelque chose qui était déjà prévu dans les règlements municipaux depuis longtemps et il n'y a absolument rien de nouveau là-dessus. Mais on voulait quand même l'annoncer à tous les gens ce soir parce que, avec l'actualité, donc ceux qui ont suivi ça à Radio-Canada ou à TVA, c'était sur les fils d'actualité et souvent les gens peuvent être inquiets. Donc, pour nous, je tiens à le répéter, il n'y a pas d'impact. Merci, M. Letiec. Également, tantôt, lorsque j'ai fait le suivi du procès-verbal, je vous ai dit que je vous donnerais quelques informations sur le chantier d'Hydro-Québec à Rapide-Blanc. Alors, on a un comité, on se réunit au besoin. On a eu le dernier comité date du 11 juillet. À ce jour, ce qui est principalement discuté avec les gens d'Hydro-Québec, c'est les endroits de stationnement. Éventuellement, il va y avoir des pics, comme on dit, là, il va y avoir jusqu'à une centaine de travailleurs au niveau de la réparation, la réhabilitation des barrages. Ça va commencer tranquillement et on est à regarder différents sites. Avec ces gens-là, on a regardé la possibilité d'avoir 3 ou 4 sites. Donc, il y a sûrement des gens ou des terrains éventuellement pour lesquels Hydro-Québec va directement s'adresser soit aux propriétaires ou fera des offres ou des appels d'offres pour les espaces de stationnement, mais disons qu'à la TUC, c'est pas ça qui manque. Autre particularité, l'hébergement, on a créé une liste. À notre grande stupéfaction, on a 389 chambres. C'est la possibilité latucoise au niveau de l'hébergement. On parle de motels, on parle de toutes sortes de formes, là, bien sûr, d'hébergement légal, je dis bien. Alors, on a fourni cette liste-là aux gens d'Hydro-Québec avec lesquels, encore là, vont prendre des arrangements ou encore vont informer le contracteur de la possibilité de loger les gens à la TUC. Donc, ça enlève... En tout cas, on n'a pas de signalement, puis je ne pense pas qu'ils veulent encourager la construction d'une auberge forestière ou d'un camp forestier à proximité des barrages. Donc, pour nous, c'est une bonne nouvelle de savoir que les gens vont pouvoir stationner ici, mais du même coup, vont pouvoir aussi s'héberger et s'approvisionner à la TUC. Je vous ai parlé un peu de la sécurité de la route tantôt, donc il y a des travaux qui ont été faits, mais aussi on va ajouter des panneaux. On sait que des travailleurs vont être appelés, des compagnies aussi, des gens pour se déplacer. Donc, c'est une belle route, mais comme on dit, il va falloir quand même y mettre un peu de signalement, un peu de prudence. Ce qui est particulier aussi, et qu'on a pu discuter avec les gens d'Hydro-Québec, ce qu'ils ont trouvé intéressant, c'est que M. Fortin, lorsqu'il est venu au micro la dernière fois, c'est un petit bonhomme qui va travailler sur le chantier en tant que tel à Rapide-Blanc, mais ce qui est intéressant de sa part, c'est qu'il dit, moi, j'en ai peut-être pour quelques années ici. Alors, plutôt que de vivre puis de voyager, je me suis acheté une maison. Alors, on a proposé à Hydro-Québec, compte tenu, là, il n'y a pas de secret polichinelle dans ça. Oui, il va y avoir, avec le premier déploiement des travaux de Rapide-Blanc, une période de 7 ans, mais on ne se cachera pas, puis on le sait drôlement. Ça va venir la tranche après, puis le Beaumont après, parce que la TUC a été fait, a été réalisé en grande partie. Donc, on en a pour probablement plusieurs années. Alors, il devient intéressant peut-être pour les travailleurs d'être capable d'avoir la possibilité de s'en venir ici avec leur famille. Et on va mettre en place, je vais impliquer des gens de services de développement économique et forestier. On va ajouter une personne sur le comité pour faire un genre de guichet unique. En fait, la possibilité du travailleur qui s'en vient ici, qui a une petite famille, disons que sa femme est infirmière, ou encore est enseignante, on le sait qu'on a des besoins là-dessus. Là, je donne 2 exemples, ça pourrait être dans d'autres choses. Donc, c'est d'être capable de dire, regarde, toi, tu t'en viens travailler, mais il y a aussi des possibilités d'emploi pour ton conjoint ou ta conjointe. Et on a des maisons à vente. Alors, ça devient intéressant. Hydro-Québec est très intéressé aussi d'offrir cette possibilité-là aux travailleurs qui vont venir éventuellement. Donc, c'est principalement... C'est des bonnes nouvelles en passant, là, je vous le dis. C'est signe de vitalité, là, de belle vitalité économique. Il faut savoir en retirer les bénéfices pour tout le monde. Donc, avec ce comité-là, je pense que ça avance drôlement, ça va bien. Et on en est là pour l'instant. Également,
Le dernier point que j'aborderai avec vous autres, c'est la plainte au niveau du DGE. DGE qui étant le directeur général des élections me concernant. C'est un article du Nouvelliste qui a été publié le jeudi 4 juillet, dont le titre est « Pierre-David Tremblay visé par une enquête du DGEQ ». Alors, dans cet article, une personne qui n'est pas identifiée, qui est candidat à l'élection de 2017, laisse sous-entendre que je n'étais pas sur la liste électorale lors de ces mêmes élections en 2017. À mon avis, il s'agit de propos, de commentaires qui ne peuvent pas être sans gravité. Alors, j'explique. Ces propos, ça crée des dommages. Ça crée des discussions de corridors en ville, tout partout, dans les restaurants. Ça remet également toute la question de ma légitimité comme maire, mais aussi de ma crédibilité. Vous savez, dans le cadre de mes fonctions de maire, je rencontre des ministres. Je donne des entrevues. Je parle au nom de l'organisation qui est Ville de La Tuque et l'agglomération de La Tuque. Non seulement je suis maire de Ville de La Tuque, mais je suis aussi président de l'agglomération. Je fais partie d'associations, de comités. Je négocie des dossiers, des redevances. Je suis sur un conseil d'administration d'une mini-centrale hydroélectrique. Et j'en passe. En laissant supposer que je suis illégal, ça entraîne des conséquences. Ça entache également le processus électoral. Vous engagez la responsabilité, vous discréditez le maire, mais aussi tout le processus électoral de Ville de La Tuque. Je suis sur la liste électorale. J'ai même voté à La Tuque lors des élections. J'ai voté le 29 octobre, par anticipation. Puis pour bien comprendre le phénomène, là, vous êtes tous appelés à voter, vous vous présentez devant le pôle, vous déposez une carte d'identité, la personne la reçoit, vous la demande, et ce qu'elle fait, c'est de biffer votre nom sur la liste électorale. Si vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous ne votez pas. J'ai voté. Je n'ai rien à me reprocher. C'est clair, là? Rien à me reprocher. Je suis accusé de rien. Accusé de rien. Pour moi, là, c'est de l'acharnement. Ça fait 20 mois que les élections ont eu lieu. Et on ose prétendre que je n'étais pas sur la liste électorale. Mon bureau est ouvert à tous. Je réponds à toute question aux assemblées. Sur ça, j'aurais aimé que cette personne-là, ou encore un groupe, le fasse à visage découvert. Moi, je suis redevable à ma population. À toutes vous autres. Vous m'avez élu. Et je suis à visage découvert. Je dis ce que je pense, je réponds. Je ne fais pas toujours dans la facilité. Je vais juste attendre que le train passe. Alors, lorsque je vous disais que j'aurais aimé que ces gens-là soient assez francs, soit me rencontrer, me questionner, et qu'ils le fassent avec leur identité. C'est facile de critiquer ces réseaux sociaux. Bien facile, ça. Mais j'aurais donc aimé qu'on me le fasse en pleine face.
Pour moi, c'est de l'hypocrisie. Qu'on me le fasse ouvertement comme je le suis avec tout le monde. Je ne peux pas m'empêcher, lorsque je lis ça, de me demander à quoi de tels commentaires sont nécessaires, sont utiles. C'est qui la personne ou c'est qui les gens qui veulent nécessairement me discréditer? Le font-ils pour des raisons électorales? Reste encore quand même, là, 1 an et demi, 2 ans. 2 ans. Le font-ils parce que je ne sers pas leurs intérêts? Ça, je me suis posé cette question-là. À quoi ça profite de remettre en question ma présence sur cette chaise? Pourquoi détruire le maire? C'est des questions. Le monde devrait aussi se poser. Depuis notre élection, depuis mon élection, je travaille et nous travaillons dans un seul but, l'intérêt collectif des citoyens. On a freiné les dépenses. On a arrêté d'augmenter la dette. On a développé une meilleure gouvernance. On a drôlement amélioré le service à la clientèle. On a gardé un taux de taxation bas et compétitif. Et le bilan continue. On travaille fort et je trouve que c'est extrêmement dommage que des gens s'acharnent de cette façon-là. On aurait tout simplement pu me poser la question, comme je prends le temps de le faire ce soir. On aurait pu poser la question au greffier aussi, qui était président d'élection en 2017. D'ailleurs, je vais lui laisser la parole pour qu'il vous donne les explications par rapport aux faits qui sont mentionnés dans l'article. Parce que, comme je vous disais, ça discrédite le maire, mais ça remet en cause aussi le processus électoral de Ville de la Tuque. Alors, Monsieur le greffier, je vous laisse la suite des choses. Merci, Monsieur le maire. Donc, par rapport aux propos que le maire vient de mentionner, dans un premier temps, je trouve déplorable qu'un ancien candidat véhicule le fait que M. Pierre-David Tremblay n'était pas sur la liste électorale, selon l'article paru dans le Nouvelliste le 4 juillet dernier. Donc, comme président d'élection, je me dois de rectifier cette allégation et je vous confirme ce soir que dans le cadre de l'élection municipale qui s'est tenue le 5 novembre 2017, j'ai agi dans un premier temps à titre de président d'élection et je vous confirme que M. Pierre-David Tremblay était bel et bien inscrit sur la liste électorale dans le district numéro 2 à titre de non-domicilié sous le numéro d'électeur numéro 260. Okay. Juste pour vous expliquer un peu la démarche d'inscription pour un non-domicile sur la liste électorale, dans le cadre de la confection de la liste électorale pour les non-domiciliés, celle-ci relève du président d'élection, donc elle relevait de moi en 2017. On sollicite à deux reprises l'ensemble des non-domiciliés sur le territoire de la Ville de la Tuque. Donc l'ensemble des non-domiciliés sont invités à s'inscrire pour pouvoir voter. C'est depuis 2005 que les non-domiciliés votent sur le territoire de la Ville de la Tuque. Jusqu'au 21 octobre 2017, les propriétaires non-domiciliés pouvaient me transmettre à moi, à titre de président d'élection, une demande d'inscription. Ceux-ci pouvaient aussi, ils recevaient par la suite une trousse pour voter par la poste. Ils pouvaient également voter la journée du vote par anticipation le 29 octobre et la journée du scrutin qui s'est tenue le 5 novembre 2017. Le 21 août 2017, j'ai reçu le formulaire d'inscription de M. Pierre-David Tremblay pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Le 21 août 2017, j'ai reçu le formulaire en bonne et due forme. Après vérification, et ce, conformément à la loi sur les élections et référendums, c'est l'article 47, j'ai inscrit M. Pierre-David Tremblay sur la liste électorale à titre d'électeur non domicilié dans le district numéro 2, sous l'électeur numéro 260. Le 3 octobre 2017,
En tant que président d'élection, j'ai reçu la déclaration de mise en candidature de M. Tremblay, laquelle j'ai acceptée, conformément à la loi sur les élections et référendums. Le 6 octobre, vous vous souvenez, c'était la présentation des candidats ici même au centre social. Par la suite, quand la présentation s'est terminée, nous avons rencontré, moi et mon équipe électorale, l'ensemble des candidats et agents officiels. Ce soir-là, j'ai remis l'ensemble des listes électorales à l'ensemble des candidats. Chacun des candidats est reparti avec la liste électorale de son district pour lequel il se présentait. Le 6 octobre 2017, donc, les gens avaient la liste électorale en leur possession pour le district dans lequel ils se présentaient et M. Pierre-David Tremblay y figurait à l'intérieur de ces listes-là que j'ai remis. Donc, il se retrouvait sur la liste du district numéro 2 et il se retrouvait également sur la liste de l'ensemble des électeurs pour les candidats qui se présentaient à la mairie. Donc, par rapport à l'information, je réitère pour une deuxième fois que M. Pierre-David Tremblay était bel et bien inscrit sur la liste électorale pour l'élection du 5 novembre 2017, et ça en toute conformité en vertu de la loi, c'est les élections et référendums qui m'étaient dévolus à ce moment-là à titre de président. Donc, comme le mentionnait M. le maire, un simple appel à mon bureau aurait pu aussi faire savoir à la personne, à l'ancien candidat, tel qu'il est allégué à l'intérieur de l'article, que M. Tremblay s'y retrouvait en bonne conformité. Merci, M. le greffier. D'autres commentaires des membres du conseil? Oui, moi, si vous me permettez, M. le Président, j'aurais un petit commentaire. J'aimerais m'adresser aux citoyens. Ce qui est bien important de comprendre, c'est que les décisions qui sont prises au conseil de ville de la Tuque sont des décisions qui sont prises en conseil, alentour d'une table. On est des élus, on est assis alentour d'une table, que ce soit le conseil de ville de la Tuque ou le conseil d'Aglo. Les décisions qui sont prises alentour de la table sont prises en groupe. Il y a des discussions qui sont prises, on prend des décisions, on peut comprendre que ces décisions-là ne plaisent pas à tous les citoyens. Mais sachez que ces décisions-là sont prises pour le bien de la communauté et pour le bien de la collectivité. Ce qui est présent à l'heure actuelle comme phénomène, c'est qu'à toutes les fois qu'en conseil, on prend une décision, le porte-parole de cette décision-là est le maire. C'est lui qui a à répondre aux questions des journalistes et aux questions des citoyens. Ça l'expose cette personne-là à la critique. Puis ça, je trouve ça bien dommage que lui prenne la critique à lui seul, alors que c'est le conseil au complet qui fait le travail et qui prend les décisions. Le maire de la Tuque travaille entre 70 et 80 heures minimum par semaine pour le bien de la communauté. Il croit au développement économique de notre région, il a la confiance aux citoyens, il sait que les gens sont capables de se prendre en main et de développer quelque chose. S'il vous plaît, laissez-nous travailler, faites-nous confiance, puis je suis sûr qu'on va réussir à faire quelque chose de bien. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, M. Manta. D'autres commentaires, ça va? M. Chagnon, ça va? Oui, ça va. Pas de commentaires. Alors, on y va avec les questions des médias. Mme Tremblay. Avez-vous été rencontré par des enquêteurs du DGEQ? Je vous ai déjà répondu à cette question-là. Je ne répondrai pas à cette question-là, compte tenu que c'est un article de journal pour lequel une personne vous a nécessairement interpellé. Alors, je n'ai pas de commentaire à faire plus que ce que c'est que je vous ai fait aujourd'hui dans ce sens-là. Autre question? Bon. Monsieur Scarpino, ça va? Monsieur Mercier, ça va? Juste un instant, on va se connecter. Hein? C'est juste un petit problème technique. Oui, je suis revenu. C'est bon? Ça... T'es toujours là, Éric? Oui, la communication a coupé, mais là, c'est revenu. OK, merci. Alors, question du public en ce qui a trait à l'ADLO, l'agglomération. Merci. Alors, on va mettre fin à la réunion d'ADLO à 19h. Je n'ai pas l'heure. 19, 20. 19, 20.
Et on reprend à 19h30 pour celle de Ville de Latuc. C'est bon? Proposé par Appuyé. M. Manta, appuyé par M. Sylvain.